Donc, cette association a développé une plateforme d'intelligence artificielle qui est basée sur la collaboration. On s'appuie sur des valeurs fortes, qui sont fortes pour nous, qui sont une souveraineté numérique. Nous sommes également un pôle d'innovation. Nous développons une plateforme de filière qui est sécurisée, des applications d'intelligence artificielle. Et on insiste sur tout ce qui est collaboration, et on peut se permettre de discuter avec tous les acteurs du transport et de la logistique parce qu'on est vraiment un acteur économique neutre de par notre statut. Vous avez ici un certain nombre de membres et de partenaires qui sont de plus en plus nombreux, donc vous n'avez pas la liste exhaustive. Cette association est soutenue par des dispositifs d'État, la BPI, par un financement également C2E qui est associé au programme de report modal Appel d'air. Et donc, comme je vous dis, c'est vraiment un pôle d'innovation qui récolte des données, qui traite ces données grâce à des algorithmes afin d'optimiser les flux logistiques et vous permettre donc une réduction d'économie, vraiment une économie d'énergie et une réduction de CO2 et de gaz à effet de serre. Donc, AI Cargo a développé, comme je vous disais, une plateforme qu'on appelle la Logistique Data Fabric, qui est une solution ouverte, sécurisée, industrialisée, sur laquelle vous pouvez vous connecter à des applications. On a mis un certain nombre. E-Climatic, qui est plutôt un calculateur CO2, Delivery Park, qui est plutôt sur tout ce qui est logistique urbaine, Cargoverse. On soutient également des programmes, et notamment le grand programme Appel d'air de report modal. Nous travaillons également avec différentes filières. On a créé des groupes de travail, donc par exemple avec la filière automobile, la filière céréalière, la filière chimique, on va commencer bientôt. Et à chaque fois que les chargeurs sont intéressés par les solutions et par travailler sur leur décarbonation, on peut ouvrir des groupes de travaux qui sont vraiment spécifiques à leur activité. Donc, évidemment, on propose à nos membres de la formation, de la culturation, participation à des événements. Et si besoin, on a aussi des experts qui peuvent vous aider dans le développement de vos projets. Donc, voilà, un graphique qui explique voilà, visuellement un peu ce qu'est AI Cargo. Donc, je vous dis, c'est vraiment de la collecte de données, du traitement qui permet ensuite des applications et qui peuvent vous aider dans vos activités. Donc, on insiste vraiment sur un traitement des données qui est souverain, qui est sécurisé. On est une association et donc vos données seront sécurisées, ne seront jamais revendues. On insiste également sur tout ce qui est collaboration. Et puis, dans ce cadre de la collaboration, on peut penser également au report modal parce qu'on n'y arrivera que si collectivement on travaille sur cette solution qui permettra de décarboner. Donc, je vais donner la parole à Antoine Lyonnais, qui est responsable des partenariats, également expert dans le domaine de la logistique, qui va vous présenter le programme Appel d'air. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le programme de report modal Appel d'air, qui est donc un programme financé par les certificats d'économie d'énergie et qui vise donc à favoriser la création de nouveaux de report modal. Donc, c'est une solution d'assistance numérique, donc portée par AI Cargo Foundation. Là, ça ne marche pas. C'est la flèche qui va vers le bas, normalement. Petit proche, si ça ira là. Ah ouais. Non, je le fais à la main. Peut-être, ouais. Non plus. Voilà. Ok, ça devrait marcher. Ouais. Donc, la solution d'assistance numérique, elle consiste à numériser donc, les services ferroviaires et fluviaux existants. Donc, ensuite, de pouvoir connecter numériquement le fret, donc routier principalement, aux services ferroviaires et fluviaux, et de développer in fine de nouveaux services, voire même d'arriver avec d'adapter en fait les infrastructures liées à la création de ces nouveaux services. Donc, le programme Appel d'air, donc c'est un programme qui est financé par les certificats d'économie d'énergie. Donc, nous avons
des objectifs liés à ce programme. 4000 entreprises sensibilisées. Sensibiliser, c'est quoi? C'est ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui en vous présentant le programme. 2 milliards de tonnes kilomètres identifiés de report modal. Donc ça, c'est un objectif minimum et qu'on pourra peut-être dépasser. Et 250 entreprises connectées, c'est-à-dire entreprises connectées à la plateforme et qu'elles y déposent leur flux de transport. Donc la cible sont les acteurs donc, du transport logistique, les commissionnaires, les transporteurs routiers, ferroviaires, fluviaux, tous les donneurs d'ordre en fait, et aussi les collectivités territoriales et gestionnaires d'infrastructures, ainsi que les grands ports maritimes ou même ports secondaires. Le service est donc gratuit car financé, et ce programme a bien sûr le soutien donc, du ministère de la Transition écologique, l'ADEME, la UTF est au comité de pilotage, France Logistique, France IA. Voilà. Je vais passer rapidement sur cette slide, mais en fait, c'est pour lister un petit peu les enjeux par typologie d'acteurs. En fait, on a les chargeurs qui ont besoin, comme vous le savez, de réduire en fait leurs émissions de gaz à effet de serre vis-à-vis de nouvelles réglementations ou déjà des réglementations qui impactent leur activité. La plateforme pour ces chargeurs, notamment des chargeurs qui ne sont pas forcément captifs des modes massifiés que sont le ferroviaire et fluvial, on va leur permettre aussi de mutualiser des volumes qu'ils auraient qui n'intéresseraient pas forcément les acteurs, les opérateurs ferroviaires et fluviaux de prime abord. Ensuite, pour les ports, les gestionnaires de réseau, il s'agit de venir, je prends l'exemple par exemple du PIPA, de cette ligne de la plaine de l'Ain qui a des trafics qui décroissent depuis certaines années. Donc on a probablement les collectivités qui sont demandeuses à vouloir réactiver des nouveaux trafics et donc de maintenir, voire même de développer les infrastructures. Pour pouvoir réinjecter de l'argent public sur ces infrastructures, il faut s'assurer qu'il y ait un potentiel et donc la plateforme permet aussi de s'assurer qu'il y ait des potentiels de report modal sur ces infrastructures. Donc, c'est une aide à la décision pour le maintien ou le développement d'infrastructures. Et puis, pour les opérateurs ferroviaires et fluviaux, là, il s'agit en fait d'augmenter leur visibilité de leurs services vis-à-vis des chargeurs et donc d'optimiser aussi leurs outils, donc les taux de remplissage, trouver des contreflux ou augmenter en fait les fréquences. Donc, la plateforme, très concrètement, il y a 3 grandes fonctionnalités. La première, c'est un moteur de recherche en fait de services existants, donc de services ferroviaires et fluviaux. Très concrètement, vous rentrez un point d'enlèvement, un lieu d'enlèvement, un lieu de livraison. Là, ce sont des prints écran, des screenshots de la plateforme. Et ça se présente de cette manière-là, très simple. Vous allez pouvoir rechercher en fait les services qui existent entre un point A et un point B. Donc là, on est sur un moteur de recherche de services de report modal. Ce n'est pas une innovation folle, mais ça a le mérite d'exister puisque là, on recense l'ensemble des services qui existent pour le transport combiné. Vous avez des visualisations aussi cartographiques de ces services. Lorsque vous êtes un chargeur et que vous avez un nombre d'origine-destination, donc un plan de transport complet à évaluer, vous n'allez pas rechercher point A, point B à chaque fois. Vous allez pouvoir rentrer directement votre plan de transport en format CSV dans l'outil et pouvoir l'interroger de manière industrialisée. Donc, première chose, vous rentrez vos flux, vous allez pouvoir les visualiser de cette manière-là. Donc, vous allez voir une visualisation cartographique avec un point d'arrivée, un point de départ en vert et un point d'arrivée en rouge, et avoir le détail en cliquant sur la ligne pour connaître le détail du flux, le volume concerné, le tonnage, etc. À partir du moment où vous avez cartographié vos flux, à partir donc d'un export TMS ou un export de votre ERP, vous allez pouvoir donc vérifier l'éligibilité des flux au report modal, c'est-à-dire que la plateforme va vous permettre de regarder sur la base de votre plan de transport quels sont les services qui correspondent donc au point d'origine-destination. Est-ce qu'il y a des services sur ces origines-destinations? Donc là, concrètement, on avait un plan de transport qui était un très petit plan, c'était pour pouvoir vous faire une démonstration qui soit lisible de loin. Donc, on avait 240 ordres de transport. Sur ces 240 ordres de transport, ici, on remarque qu'il y a 32 services actuels existants qui permettent
de faire du report modal. Et on les a ici. En bleu, vous avez les services fluviaux, en vert, donc les services ferroviaires, ce qui représente à peu près 10% de vos flux. Et lorsque vous allez cliquer sur chacun des services, vous allez avoir le détail. Donc, là, ici, on a un Valenton Fos-sur-Mer, opéré par Navigant Cargo, qui prend des caisses mobiles, donc des conteneurs maritimes et caisses mobiles. Et vous allez retrouver le nombre de vos mouvements de transport concernés par ce report possible. Dans votre temps de transport, ici on a 20 mouvements, qui représentent 460 tonnes de pouvoir potentiellement basculer. C'est très réaliste. La troisième fonctionnalité, c'est juste avant, ici on avait donc 10% de flux qui étaient éligibles à des services existants. Pour les 90% restants, et bien en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut regarder s'il n'y aurait pas d'autres chargeurs dans un périmètre sur les origines destination communes qui pourraient ensemble mutualiser pour pouvoir créer un nouveau service de report modal. Là, on identifie les potentiels de nouveaux services de report modal de manière assez exhaustive au niveau national, parce que on a 250 entreprises connectées à minima, mais bien sûr, c'est d'avoir beaucoup plus, et on souhaite en fait que les territoires s'appuient sur l'outil pour pouvoir mener leurs entreprises et venir ensemble pour qu'on ait le maximum, faire en sorte qu'on ait le maximum d'entreprises pour qu'on puisse identifier le maximum de report modal. Pour ce cas concret, on a ici 37 services potentiels, donc des services prospectifs qui n'existent pas, mais qui pourraient, par voie de mutualisation avec d'autres chargeurs qui seraient situés dans des cercles, dans des isochrones dont on peut régler d'ailleurs la taille. Donc, si vous voulez rechercher dans les chargeurs à 50 km de chez vous qui auraient les mêmes origines destination que vous pouvez le faire, vous pouvez régler ça jusqu'à 150 km autour de vous. Et donc de pouvoir ensuite aussi détecter les autres mouvements de transport complémentaires des autres chargeurs. Ici, on a 20 mouvements qui nous concernent, 460 tonnes pour une ligne qu'on a sélectionnée. Et puis, on va voir le nombre de mouvements complémentaires d'autres entreprises dont on ne connaît pas l'identité, puisqu'en fait, tout ça est tout le traitement de la donnée est anonymisé pour des raisons logiques commerciales. Mais à partir du moment où on aura détecté un nouveau service potentiel, on va là demander aux chargeurs ou aux donneurs d'ordre de sortir de l'anonymat s'ils le souhaitent pour pouvoir travailler un nouveau service. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai quelques cas d'usage, mais en fait, vous comprenez que la plateforme permette, comme je disais tout à l'heure, de vérifier s'il y a des potentiels sur des infrastructures en jachère qui ne sont pas utilisées, sur lesquelles on pourrait réactiver. Là, on prend un exemple d'une communauté de la région Bretagne qui souhaite réactiver un terminal. Donc, c'est un cas fictif, hein, mais on est quand même assez proche de la réalité. La région Bretagne qui souhaite redonner vie à un terminal de transport combiné, elle se demande s'il y a du potentiel avant de réinvestir sur l'infrastructure. Eh bien, on va pouvoir rentrer les flux des entreprises donc de la région pour pouvoir les simuler, les cartographier et ensuite vérifier quels sont les potentiels de mutualisation entre entreprises de la région et sur le flux retour. Donc France vers, par exemple, ici on voit qu'il y a un potentiel entre la région Bretagne et la région Grand Est. Eh bien, on va pouvoir aussi interroger la base pour vérifier quels sont les flux Grand Est vers la Bretagne pour pouvoir commencer à travailler de nouveaux trafics et donc aussi de pouvoir réinvestir sur l'infrastructure. Voilà, on peut faire ça à partir des grands ports maritimes également, avec qui on travaille. Et cette solution, donc cette plateforme, elle est co-construite avec la filière. Comme le disait Stéphana, on a des groupes de travail avec l'ensemble des acteurs. Et lorsqu'on a des problématiques particulières, comme par exemple avec la filière céréales, on va pouvoir travailler plus finement à leur demande sur ces sujets-là en utilisant l'outil. Voilà, je vais passer rapidement sur tout ce qui est inscription, puisqu'on pourra le voir après dans les ateliers, mais c'est très simple et c'est gratuit, donc vous pouvez vous inscrire dès cet après-midi sur la plateforme et pouvoir commencer à rentrer vos flux et commencer un peu à jouer et simuler quels sont les potentiels de report modal que votre société peut avoir, peut présenter.
Enfin, Oui. j'ai une question. À partir de quelle source instruisez-vous la base? C'est les gens qui s'inscrivent ou bien vous avez une source? Les sources pour les flux de transport, donc, sont les donneurs d'ordre qui viennent directement, enfin, les entreprises qui sont décisionnelles sur les prix peuvent rentrer leurs flux directement. Et puis après, sur la partie service, donc on a des opérateurs ici dans la salle. Donc nous, on vient vers eux directement pour pouvoir capter leur plan de transport et les renseigner dans la plateforme. Vous avez tous les plans de transport des faiseurs en ferroviaire et en fluvial sur l'ensemble de la France. Là, aujourd'hui, on est sur le transport combiné, les services, les opérateurs de transport combiné. Demain, l'outil est conçu pour pouvoir justement aller après chercher tout ce qui est ferroviaire conventionnel ou fluvial conventionnel. J'ai une autre question. Le périmètre, en fait, c'est que la France ou est-ce que vous débordez légèrement Merci de poser la question. On va. Alors aujourd'hui, vous pouvez cartographier les flux européens. Vous pouvez aussi rechercher les mutualisations possibles au niveau européen. Par contre, on n'a pas renseigné encore tous les services de transport combiné européens. Donc ça, on est en train de rentrer ça et on va dire que d'ici mars, ce sera opérationnel. J'ai une autre question sur la mutualisation. C'est quoi votre plus petite taille autorisée, on va dire, de fret pour le En fait, on fonctionne à partir des ordres de transport, donc il n'y a pas de limite. Après, il y aura des problématiques en fait de mettre en œuvre l'éventuel groupage, ou si on est à la taille, si on est en dessous de l'UTI, il y aura des questions de groupage. Si on est à la maille de l'UTI, un chargeur est capable de faire en soi une UTI. Là, on n'a pas ce souci de groupage. Donc, il n'y a pas de dimension. On traite ça après dans le cadre des groupes de travail qu'on va monter à partir du moment où on a l'identification d'un service prospectif. Il y a des chargeurs qui n'ont pas suffisamment pour faire une UTI et donc qui cherchent de la mutualisation. Donc, oui. Je pense que votre outil est fait, en tout cas, pourra aider à ça. Oui. Je pose la question de la taille du. Alors, voilà, pour le moment, on a pris le parti de ne pas mettre de taille minimale. Et après, on va voir comment on le traite, si on le traite en amont ou en aval dans le process. Soit en amont, on mettra des filtres et on orientera en fait ces chargeurs à petit volume sur des acteurs qui sont capables de faire du groupage. Soit on le traite après en aval et donc au travers des groupes de travail pour pouvoir maintenir le potentiel global et l'étudier et l'affiner. Oui. En tout cas, merci pour cette présentation. Donc, vous confirmez qu'aujourd'hui, le périmètre, c'est le combiné, ferroviaire ou fluvial, et que vous souhaitez l'élargir au conventionnel, c'est-à-dire le multimodal. Concrètement, comment vous allez vous y prendre? Ça paraît quand même plus compliqué, parce qu'au conventionnel, par essence, il ne fonctionne pas sur le mode de la régularité, ou le service un peu cadencé. Donc, ça m'intéresse de savoir comment vous allez procéder et si vous avez chacun. En fait, ça, on va travailler avec vous. Ouais. On va travailler avec les gestionnaires de réseau, les opérateurs, les bateliers, enfin, pas directement un, mais je pense qu'on va s'appuyer fortement sur Voies navigables de France, sur la question fluviale, pour pouvoir justement déterminer les modalités, les modes opératoires. On est conscient de la question, on sera plus là effectivement sur, soit on est sur du traitement d'opportunités report modal pour du spot, on est plus dans cette dynamique-là par rapport à du combiné, où on serait plus de la réflexion amont avant de basculer. Là, nous, on ne se veut pas être une plateforme, une bourse de fret. Hein, on n'est pas dans la réservation et dans l'opérationnel. On est dans la préconception de schéma logistique pour faire du report modal. Pour compléter un tout petit peu par rapport à ta question, Rachid, moi, je suis Joël Flippo, responsable du développement de transport de marchandises pour VNF au niveau national. Et donc, en effet, on a fourni à e-cargo les données qui concernent tous les opérateurs de transport fluvial de conteneurs sur toute la France, c'est-à-dire dans les Hauts-de-France, sur l'axe Seine, sur la Moselle, sur le Rhin, sur l'axe Rhône-Saône. Donc voilà,
les coordonnées, les bateaux, les schedules, les ports d'origine-destination, mais uniquement sur le conteneur. Donc pas sur la logistique urbaine et encore moins sur le transport de produits en conventionnel ou en vrac, puisque là, en effet, il n'y a pas de, ce sont des transports où il n'y a pas de ligne régulière de transport avec des schedules programmés d'avance. Bruno Chatagnon et Margot Michaud, Fret SNCF, et notre service, c'est prospection et report modal. Donc, nous, on est vraiment dedans. C'est une question-réponse, en fait, parce que vous dites que vous avez mis dans la base de données tout ce qui était transport en test mobile. Sauf que nous, on a des systèmes, je ne dis pas qu'il faudra en discuter maintenant là, dans tout le monde, mais nous, on a un système qu'on appelle la gestion capacitaire, où on a une sorte de ligne dans toute la France qui fonctionne avec l'omnibus, dans lequel on vient adjoindre du conventionnel. Et je trouve que c'est intéressant. Vous avez dit que vous le ferez après à terme, mais voir à quel terme, si on peut vous aider pour vous donner, nous, ce plan de transport de la gestion capacitaire, pour que ceux qui ne veulent pas forcément faire du transport combiné puissent avoir accès facilement, vraiment facilement au conventionnel. Oui. On est, on est conscient de cette offre, si je ne me trompe pas, qui s'associe avec des transporteurs routiers. Ou non. Là, c'est encore autre chose. Ouais. Mais effectivement, on travaille aussi avec Gilles Catani, bref. Mais on est preneur, en fait. On n'a pas la prétention, en tout cas, d'avoir rentré l'exhaustivité de l'offre combinée déjà, mais je pense qu'on est quand même assez carré. On doit être à 90%. Après, sur l'offre restante, l'offre un peu plus dynamique, qui s'inscrit plus dans des dimensions spot, là, on est prêt à travailler ça, justement, si aujourd'hui, on travaille avec Fret SNCF sur ce sujet-là, qui n'est pas encore intégré à la plateforme, et on prend aussi tous les autres sujets qui pourraient amener du report modal, donc tout à fait ouvert à travailler d'autres pistes. Ça faudrait préciser parce qu'effectivement, le transport combiné, ça peut être parfois limitant et point de vue budget aussi. Oui. Sur le conventionnel, on peut apporter des solutions, mais un peu plus, on en reparlera après, mais ça peut aussi permettre aussi, on n'est pas sur ultra-massif à chaque fois, c'est ce que je veux dire. Sur le ferroviaire, la question du conventionnel, on l'a. Maintenant, on se dit qu'elle n'était pas forcément prioritaire puisque le fret est déjà payé par un chargeur. Donc, le flux retour sur du vrac, par exemple, l'équilibre économique est déjà trouvé. Après, on optimise simplement. Et après, il faut aussi que le chargeur soit d'accord pour venir un peu dégrader son plan de transport et ses sillons pour pouvoir en faire une triangulaire éventuellement. Donc, sauf si le point de chargement est au même point de déchargement, vous voyez. Mais après, il y a une économie, une répartition à trouver entre les chargeurs, le F, pour pouvoir se partager cette économie. Donc, mais ça, c'est des chantiers qu'on souhaiterait engager et qui n'étaient pas forcément prioritaires. Donc, dans la roadmap, ça peut s'insérer, mais un peu plus tard. On discutera après, parce que est-ce que tu es le pendant le fait, on verra. Merci. Voilà. On va enchaîner avec les ZBNF, donc Remove, le programme Remove et après PARM-PAMU. Donc, Est-ce que tout le monde a une chaise? Est-ce que tout le monde est installé là-bas? Il y a une place encore, je vois, disponible, il me semble, ici. Voilà, et pour avancer, c'est de l'accueil du bas. Il y a une place ici. Vas-y, faire un essai. Eh bien, bonjour à tous. Et donc, on va tout d'abord se présenter. Donc, nous sommes de Voies navigables de France. Moi, je me suis déjà présenté. Nous sommes le service chargé de développer les transports de marchandises par voie fluviale sur toute la France, en lien avec nos collègues des 7 directions territoriales. Donc, Olivier Dehoucq fait partie de mon équipe. On travaille sur notamment la conception de dispositifs qui permettent d'accompagner les chargeurs, les porteurs de projets pour aider au report modal. Et quand on parle de dispositifs, on parle là aujourd'hui surtout de subventions ou d'accompagnement financier. Donc on va vous parler de dispositifs, de subventions ou d'autres types de financement basés notamment sur les certificats d'économie d'énergie qui sont conçus pour accompagner un projet de report modal dans toutes les phases
que nous, on estime pertinentes, c'est-à-dire tout d'abord en phase d'étude, lorsque un chargeur ou un commissionnaire de transport ou une entreprise de transport routier imagine de faire du report modal dans le fluvial en particulier, eh bien, ça passe par une phase d'études, d'études de faisabilité technique, financière, économique, etc., qui implique beaucoup de services, le service transport, bien sûr, mais aussi le service commercial, le service comptable, le service, etc. Donc, c'est une remise en cause de pas mal de choses que de passer vers le fluvial. Donc, c'est une étude. Alors, nous, on a imaginé un site 7 pour accompagner cette phase-là. On a imaginé aussi, et quand j'ai imaginé, on propose ce dispositif depuis maintenant 10 ans, donc c'est un petit peu plus qu'imaginé. On propose aussi des subventions pour des essais ponctuels de transport fluvial dans le cadre de ce plan d'aide au report modal, le PARM, que Olivier va vous présenter en détail. Et même depuis maintenant quelques mois, il existe un système un système de financement basé sur les certificats d'économie d'énergie qui s'appelle le programme Remove, report modal et verdissement, que Cyril Thirion va vous présenter puisque ça fait l'objet d'un appel à projet en recherche de projets de report modal, de chargeurs ou autres. Et enfin, pour terminer, si jamais c'est nécessaire, eh bien, on a aussi des subventions pour des investissements, c'est-à-dire pour aider à l'acquisition d'outillages de manutention, de rénovation de quais ou autres, voire, dans certains cas, d'achat de bateaux ou de modernisation de bateaux, puisque certains chargeurs eh bien, souhaitent sécuriser leur cale, leur capacité de transport fluvial, et parfois font l'acquisition de bateaux. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Olivier Dehoux, qui va vous parler de ces différentes phases. C'est directement sur flûte. Non, c'est parce que en visio, il ne voit pas le bas de la slide. Donc on est passé sur un autre format. On vous transmettra les présentations. Oui, vous inquiétez pas, ça sera envoyé. Ouais, on passe brièvement. Donc, voilà. Bon, je vais démarrer sur l'étude logistique. Donc, en fait, les chargeurs peuvent être peu coutumiers du transport fluvial et se poser la question de la pertinence et de la faisabilité du transport fluvial dans leur logistique. Donc, aujourd'hui, VNF peut proposer une sélection de bureaux d'études qui va permettre aux chargeurs d'évaluer leur projet, que ce soit dans le cadre technique, réglementaire ou économique. VNF permet également une mise en relation entre tous les professionnels du secteur fluvial et également auprès des acteurs institutionnels. Donc, on a un accompagnement financier, comme l'a indiqué, qui s'appelle le PARM, le plan d'aide au report modal. Et ce plan d'aide au report modal est scindé en 3 volets. Le premier est le volet A, qui est une aide financière sur les études logistiques que vous pouvez avoir, en fait. Voilà. Donc, cette aide est plafonnée à 25 000 € et VNF peut prendre à sa charge 50% de l'étude. Voilà. Donc, c'est pour des études de marché, études de bathymétrie, de transport fluvial de manière générale. Et le PARM peut, sous certaines conditions, être agrémenté du programme Remove. Donc, on rentrera, à mon avis, un peu plus en détail après au niveau des ateliers pour expliquer un peu la complémentarité entre ces deux programmes, entre Remove et le PARM A sur la partie études. Oui, alors, tu veux intervenir? Oui, c'est intéressant que vous le sachiez, on a quand même des systèmes, dans le cadre d'une étude, on a des systèmes sur notre site internet qui permettent qui sont des calculs d'itinéraire, des systèmes qui permettent d'estimer la durée de transport, de calculer la durée de transport fluvial d'un point A à un point B en France. Donc ça, c'est un site, une appli qui s'appelle le calcul d'itinéraire fluvial, CIFL, sur notre site VNF. Donc ça existe depuis 15 ans, c'est très éprouvé, c'est un petit peu franco-français. Et puis, il existe un nouveau portail européen qui s'appelle EURIS et qui a la même fonction, qui permet aussi d'estimer des durées de transport. Et ce sont des outils qui sont dynamiques, c'est-à-dire qui prennent en compte les événements qui impactent la durée de transport, c'est-à-dire des travaux sur les écluses prévus ou non prévus. Il arrive très rarement, mais ça arrive, des avaries sur des écluses. Et dans ces cas-là, nos calculs d'itinéraire prennent en compte la durée impactée et la durée notamment impactée par les événements. Et puis aussi, très brièvement,
on a un éco-calculateur chez VNF qui s'appelle EVE, non pas comme le programme Engagement volontaire pour l'environnement, mais l'éco-calculateur de la voie d'eau qui existe depuis pas loin de 20 ans, enfin, tout fait depuis 2007, et qui est basé sur les valeurs de référence d'émissions de l'ADEME. Donc il est parfaitement objectif et qui calcule, donc, qui compare les émissions de CO2 et autres externalités entre une solution strictement routière d'un point A à un point B et une solution fluviale en prenant les parcours terminaux, en prenant en compte les parcours de près et post-acheminement. Ça, c'est l'éco-calculateur dont tu as parlé, en effet. Non, je suis revenu en... Ah oui, un essai, voilà. Parce que, donc là, je viens, du coup, on parle d'essai et d'expérimentation. C'est le volet B du plan d'aide au report modal. C'est-à-dire que le chargeur, s'il a déjà un projet de report modal qui est bien construit, qui est sur le point de vouloir lancer cette expérimentation, bah, il peut éventuellement... Non, ouais, excusez-moi, je mets un peu les pinceaux. Donc, du coup, le volet B, VNF propose une subvention qui prend en charge le surcoût entre le transport routier et le transport fluvial. C'est-à-dire que si votre flux en transport routier vous coûte, je ne sais pas, 500 € aujourd'hui et que le coût du transport fluvial coûte 2000 €, VNF va prendre le delta, la différence entre les deux, à 100%. Sur une période de 6 mois, enfin, la société peut faire 10 voyages sur une période de 6 mois et plafonner à 100 000 €. Le coût. Ce qui est très important de vous mentionner ici, vous êtes en train de vous dire « Ah, le transport fluvial coûte donc plus cher que le transport routier ». Non, c'est le cas, mais en phase expérimentale. En phase d'essai, le transport fluvial sera plus cher, ça c'est clair. Un porteur de projet va louer un équipement, va passer un contrat pour 1 ou 2 ou 6 quelques transports avec un transporteur fluvial. Ce ne seront pas des négociations dans les meilleures conditions, et donc en effet, ce sera sans doute plus cher. Et dans ces cas-là, nous, VNF, on prend à notre charge la différence. Mais le but, c'est que cette phase-là, la phase étude et la phase essai, montrent que le transport fluvial est viable, c'est-à-dire qu'il est économique, qu'il est fiable, etc., et qu'il est moins cher, puisque le transport fluvial, tout compris, quand c'est bien organisé, c'est moins cher. Là, ça ne prend pas en compte uniquement la partie transport, ça prend également la partie rupture de charge, manutention, pré- et post-acheminement. Et on a exactement la même chose également. Alors, ça, le PAM, c'est un plan qui dure sur 5 ans. Là, on a commencé le nouveau plan qui est 2023-2027, et sur ce nouveau plan, on a un volet B', donc qui est à peu près l'équivalent du B, sauf qu'on l'applique sur la logistique urbaine. Donc, on part du même principe, c'est-à-dire qu'on a un nombre de voyages dans ce cas-là qui est illimité sur une période de 1 an, et plafonné à 200 000 €. Et sur les 6 premiers mois, VNF prend à sa charge 100% du surcoût, et sur les 6 mois suivants, 50%. Écoutez, je vais passer la main à Cyril pour la partie Remove. Très bien, merci Olivier, bonjour à toutes et à tous. Donc Cyril Thirion, je suis donc de l'ADEME et je suis responsable du programme Remove, qui est un programme de report modal. Donc très rapidement, donc, pour vous expliquer ce que c'est, parce qu'on voit des financeurs, donc c'est un programme de certificat d'économie d'énergie, donc un programme C2E, donc qui est financé par ce qu'on appelle des obligés. Donc vous les voyez là, donc c'est Total Energy, EDF et Distribution. Il y a Engie qui va s'ajouter bientôt. Il a une enveloppe de 40 millions. Et l'enveloppe de 40 millions, c'est vraiment pour aider et valoriser le report modal. Donc la moitié de cette enveloppe, c'est, Éloi en a parlé tout à l'heure, c'est un appel à projet. Il est donc doté d'un peu moins de 20 millions d'euros. Et l'idée, c'est d'aider à financer la mise en place de projets de report modal. Donc on est sur des choses extrêmement concrètes. Donc l'appel à projet est ouvert en fin d'année dernière, au mois de novembre, et il est ouvert jusqu'à la fin du premier trimestre donc, de cette année, donc fin mars. Donc, vous avez jusqu'à fin mars pour déposer des dossiers de report modal, donc de projet. Vous allez expliquer ce que vous voulez faire, quelle est l'ambition en termes de volume, sur quelle ligne. Et là, le programme pourra vous aider donc jusqu'à 800 000 €. Et avec des taux d'intensité, donc des taux d'aide qui vont dépendre de la taille de l'entreprise. Donc, ça peut aller de 45% pour une petite entreprise, 35% pour une moyenne et 25% pour une grande entreprise. Donc, c'est des taux assez conséquents. Et là, on n'est pas sur, Olivier a parlé tout à l'heure qu'on compensait des surcoûts par rapport à la route. On n'est pas dans cette logique. C'est 25% des coûts. Donc, 25% des coûts totaux donc d'un bas de facture, c'est-à-dire de ce que va vous coûter la facture de report modal, tout compris. Donc, 25%. Et on a élargi un peu
l'assiette des coûts éligibles, c'est-à-dire qu'on va avoir le travail en amont, un peu ce qui se fait dans la logique du PAM, hein, où on va financer des études. Donc là, le programme va tout prendre en charge, c'est-à-dire des études de faisabilité, même du salaire, c'est-à-dire que si vous embauchez un chargé d'études, un chargé de mission, les coûts seront aussi éligibles. Si vous mettez en place du logiciel spécifique pour pouvoir gérer ces nouveaux flux, c'est aussi éligible. Et évidemment, ce qui nous intéresse, c'est évidemment les coûts de facture de report modal. Donc, c'est 25% de l'ensemble de tous ces coûts jusqu'à 800 000 euros. Et ce qu'on espère avec ça, c'est évidemment avoir des dossiers. Mais comme on prend aussi des phases un peu amont, c'est voir en fait ce que les gens vont activer pour permettre d'arriver justement au report modal et voir quel est le chemin le plus efficace pour faire du report modal, c'est-à-dire études, chargé d'études, mise à jour de logiciels, pour voir ce qui est utile et ce qui permet d'arriver le plus efficacement au report modal. Et donc les enveloppes sont dotées de manière équitable entre le fluvial, le ferroviaire, on a aussi un peu de maritime. Ce qui est important aussi de noter, c'est que dans Remove, on a essayé d'être le plus large possible, c'est-à-dire que les secteurs des porteurs, les secteurs massifiés sont évidemment représentés avec le fluvial, donc VNF signataire et porteur. On a aussi E2F qui fait partie du programme. On a le secteur ferroviaire qui est présent, avec les organisations professionnelles représentatives du ferroviaire, donc portées par l'UTP. On a le maritime aussi qui est présent, mais on a aussi, et ça c'est important de le dire, les organisations routières. Donc on a la FNTR, OTRE, TLF qui sont là. On a aussi évidemment les chargeurs, parce qu'on parle de produits, ces produits ils appartiennent bien à des gens, donc on a les industriels et donc on a les chargeurs à travers la UTF. Et donc on a essayé aussi d'être donc le plus large possible pour montrer que le report modal, en fait, c'est tout un écosystème et que ça ne doit pas se faire au détriment, par exemple, de la route. Et on a déjà évoqué à plusieurs reprises le pré- et post-acheminement. On voit bien que pour atteindre un fleuve ou une voie ferrée, on a besoin de la route, on a besoin de camions. Donc, c'est pour ça que dans la logique, on a la FNTR, on a TLF et on a OTRE, c'était vraiment important. Et ils participent au programme parce qu'ils vont faire les sensibilisations. C'est eux qui vont sensibiliser leurs adhérents pour les inciter aussi à regarder ce qui peut se faire. Notamment, là, on va parler de combinés, essentiellement, pour des transporteurs. Donc, c'est vraiment important. Et donc, dans Remove, il y a un aspect, donc, appel à projet, donc, qui est en cours. Mais on veut aussi développer une logique. C'est Éloi qui a parlé du programme EVE, donc il y a des transporteurs ici, Cordier, Combonde, puis il y en a peut-être d'autres. Vous connaissez très certainement Objectif CO2 pour les transporteurs, pour les chargeurs peut-être Fred 21. On veut développer à travers donc le report modal une logique un peu similaire dans le sens où on va accompagner, on a une enveloppe aussi dédiée pour construire une sorte de parcours d'accompagnement pour amener les chargeurs et des transporteurs à construire, à accéder au report modal. Donc un chargeur a accédé à du report modal avec l'existant. C'est pour ça que la présentation de Cumulus tout à l'heure était vraiment très intéressante. Et puis un transporteur aussi à l'aider à voir comment il peut, pour son offre de service, proposer une offre de report modal. Et donc le budget Remove a aussi donc une enveloppe dédiée pour ça. Et l'idée, c'est vraiment d'offrir du temps de consultant. Donc, on va construire un parcours d'accompagnement pour les entreprises qui sont intéressées, donc aussi bien chargeurs que transporteurs, de les aider en fait à construire ce parcours qui va les amener à accéder au report modal. Et l'idée, c'est de montrer que pour un chargeur ou un transporteur, c'est possible. C'est possible et que ça peut se faire assez rapidement, parfois dans des coûts pas forcément beaucoup plus élevés que la route, et à travers des solutions comme par exemple le transport combiné qui peut se mettre en place assez rapidement et qui peut aussi se défaire. Parce que l'idée aussi, c'est de montrer que si jamais de ne pas avoir le sentiment de se faire piéger, d'être parti pour des années dans un système. Et donc c'est ça qu'on veut essayer de faire, donc s'adresser à toute la population qui ne connaît pas le report modal, et elle est nombreuse, parce que si on regarde
le flux de marchandises à 85%, c'est de la route. Hein. Donc, ça veut dire qu'on a de la marge pour s'adresser aux gens. Je vais parler du report modal, parce qu'en fait, le report modal et le transport massifié est très clairement sous-représenté dans le fret de marchandises aujourd'hui en France. Hein. Donc, on pense qu'il y a vraiment de la marge de manœuvre. Et donc, c'est pour ça qu'on a Appel d'Air, qui est un programme C2E, on a Remove, et que on parle avec les professionnels comme VNF pour essayer de nous adresser à vous, pour vous inciter, vous êtes décisionnaire, à mettre des flux sur les voies fluviales, les voies ferroviaires et tout ce qui est mode de transport massifié. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. Donc là, c'est plus la date limite des dépôts. Voilà. C'est plus le 26 janvier, mais j'ai dit que c'était on l'a décalé, à la fin du premier trimestre. Donc il y a encore 3 mois pour candidater. Il y a un premier relevé, c'est ça? Ouais, alors il y a un premier relevé qui est à la fin du mois de janvier. Et puis une deuxième relève qui sera à la date donc fin mars. Voilà. Mais l'idée, c'est que comme ça, on aura à peu près 5 ou 6 mois d'ouverture de dossier, ce qui laisse quand même le temps de déposer des dossiers, sachant aussi que, on pourra en reparler peut-être dans les ateliers, mais l'idée, c'est pas d'avoir le dossier le plus ficelé possible, et on sait qu'il y a toujours des zones d'incertitude quand on veut faire du report modal, donc ça, on l'accepte tout à fait. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce stade sur Remove, et on pourra aller dans le détail dans les ateliers. dans les ateliers. J'avais une petite question. Donc, vous avez parlé dans Remove, report modal et puis partie verdissement. Ouais. Dans verdissement, donc vous êtes effectivement le fait que quand vous passez sur le fluvial, les ferroviaires, il y a moins de dégagement de CO2, etc. Mais est-ce que vous englobez aussi le verdissement en changeant la motorisation? Oui, alors là, c'est vrai que j'ai parlé très report modal à destination des chargeurs, du fait de faire du report modal, mais il y a aussi tout un pan du programme qui s'adresse en fait aux professionnels, c'est-à-dire aux faiseurs. Par exemple, dans le cadre du fluvial, aux bateliers. Dans le cadre du ferroviaire, aux entreprises de transport combiné. J'ai quelqu'un de Combonde, par exemple, transport combiné comme Combonde. Et puis dans le maritime, puisqu'on a le maritime, ça va être les ports, ça va être les opérateurs de manutention, ça va être les pilotines, c'est des engins, tous les engins de travail. Voilà. En gros, les engins de travail. Et donc avec eux, on va essayer de construire l'équivalent, pour ceux à qui ça va parler, d'objectifs CO2 dans le routier. Donc on va construire on va déterminer des axes distance, des axes matériels, différents axes. Sur ces axes, on va positionner des actions. On va faire correspondre à chaque action un gain énergétique, et on va proposer un package en disant voilà les axes, voilà les actions, et ce qu'on vous propose, c'est dans un délai de 3 ans d'atteindre un taux de gain énergétique de 5%. Et puis après, on convertira aussi en gain GES. Et donc, l'idée, c'est d'avoir, un peu comme objectif CO2 ou Fret 21, une certification et pourquoi pas un label. Comme ça permet de valoriser les actions qui sont faites et aussi de structurer les choses. Parce que, par exemple, si on prend Fret 21, il y a des choses qu'on peut faire naturellement, comme une boucle. Ça peut être intéressant à faire pour optimiser son matériel et aussi en termes d'achat. C'est-à-dire qu'on y gagne en termes d'achat quand on achète du transport. Il se trouve, grâce à Fret 21, on sait aussi que cette action-là permet de faire un gain GES. Et donc, parfois, on fait des actions de gain GES sans le savoir, en fait. Et donc, le fait de s'inscrire dans ces programmes Fret 21, Objectif CO2, et demain, donc ça s'appelle l'OCTE, le programme destiné aux professionnels, ça permettra aussi de valoriser toutes les actions qui sont faites et qui ne sont pas forcément comptabilisées. Parce que si vous prenez un calculateur CO2 avec un nombre de camions et des tonnes transportées, pour réduire le CO2, on va se dire on réduit le nombre de camions. C'est pas le but. Le but, c'est de maintenir l'activité et de montrer qu'avec à activité égale ou même en montant d'activité, on peut mettre en place des actions qui vont générer du gain énergétique. Donc oui, il y a un pan là-dessus. C'est le rétrofit, par exemple, d'une motorisation. Et donc là, qui voudrait passer, par exemple, au gaz, par exemple, au bio-GNV. Alors, est-ce que ça rentrerait dans ce programme ou pas? Alors, du rétrofit, on va financer des études. Et par exemple, dans le fluvial, on finance des études avec le GATE, que 2F a mis en place. Donc, on va financer des études qui pourront être financées même à 100%, puisqu'on va combiner, comme pour vous, le PAMI et Remove. Donc, finalement, le reste à charge, l'objectif, c'est que le reste à charge soit 10%. Donc, c'est l'étude de faisabilité qui sera financée.
Mais après, pour l'investissement, c'est encore autre chose. Donc là, voilà. Pour l'investissement, comme vous le savez déjà, puisque vous travaillez déjà bien avec notre collègue Cécile Coas à Lyon, on a en effet un système de subvention qui, lui, s'appelle le plan d'aide à la modernisation et à l'innovation, avec lequel le PAMI, avec lequel on subventionne on apporte des subventions à des propriétaires de bateaux ou exploitants de bateaux fluviaux, quand il s'agit notamment de faire construire un bateau, moderniser un bateau, rétrofitter un moteur, changer un moteur vers une motorisation propre, avec des subventions pour ce cas précis de 40% du budget de remotorisation, avec un plafond de subvention à 100 000 €. Voilà. En dehors des aides à l'innovation, il y a un volet spécial dans le PAMI pour les aides à l'innovation qui est cofinancé par l'ADEME, par d'autres, et où là on a des taux d'aide beaucoup plus élevés puisqu'on est sur des problématiques de R&D, etc. Donc c'est plus voilà. Mais un transporteur qui voudrait rentrer dans ce programme-là et passer des camions, par exemple les vieux GNV, il faut aussi des gains de CO2, est-ce que ça rentrerait mal? Alors là, donc en fait, la Remove va financer la partie amont, c'est-à-dire la partie étude, comme vient de le dire Éloi, mais pas la partie investissement. En fait, Remove finance pas des infrastructures, finance pas de l'investissement. Ce qui finance directement. Éventuellement, si on veut changer une partie de la flotte. Oui, c'est ça. Mais par contre, il y a des aides et Éloi vient d'en parler. Donc après, il faut flécher vers les bonnes aides. Et d'ailleurs, dans le cadre de Remove, on peut aussi flécher, je veux dire, là-dessus. Mais en tout cas, le programme, il n'est pas destiné à financer de l'investissement. Voilà. Oui. Moi, j'ai une petite question sur l'appel à projet. Oui. Merci d'avoir repoussé un peu l'échéance. Oui, c'est un peu court. On est réunis aujourd'hui, c'était l'urgence de la date du 26 janvier. Donc, du coup, c'est quand même le concours national. J'aurais aimé avoir quand même quelques petites précisions sur le déroulé du processus de sélection des candidats, sachant que les dossiers peuvent être déposés aujourd'hui, qu'on reporte la date, qu'il y en a qui ont déposé des dossiers aujourd'hui et mars. Comment vous allez analyser les dossiers de l'autre? Vous allez déjà rendre avoir des lauréats entre janvier et mars? Donc là, il y a une première relève, la date initiale de fin, c'est le 26 janvier. Et s'il y a des dossiers complets qui ont été déposés, c'est possible qu'il y ait des lauréats. Là, on a une logique de secteur, c'est-à-dire que ferroviaire, fluvial, maritime, il y a une enveloppe dédiée pour le ferroviaire, le fluvial et le maritime. Et ce qu'on veut, donc, c'est la diversité donc, sur les secteurs, mais aussi la diversité dans les entreprises et dans les secteurs d'activité. C'est-à-dire que l'idée, si par exemple on dit que dans le fluvial, il y a 9 millions d'aides possibles, c'est pas de donner 9 millions à des projets céréaliers. Voilà. Et de toute façon, donc il y a un jury dans lequel il y aura VNF, donc Éloi Olivier, avec nous l'ADEME, avec aussi la puissance publique, c'est-à-dire les ministères, des GEC, des GITM, et on sera vigilant pour qu'il y ait une diversité dans les lauréats, parce que l'idée aussi, c'est qu'on apprenne. Et c'est qu'on voit justement qu'est-ce qui est le plus efficace, qu'est-ce qui marche le plus, et pour éventuellement flécher des aides qui pourraient venir après, soit dans des fiches, soit. Donc, on sera vigilant là-dessus sur la taille des entreprises qui vont être lauréates, sur les secteurs d'activité. On a parlé de ZFE, on aimerait bien avoir des projets dans les villes, des ZFE. Donc voilà. On sera vigilant là-dessus, mais encore faut-il qu'on ait des candidatures, parce qu'on ne va pas les inventer. Vous avez déjà des retours? Vous avez déjà un certain nombre de retours ou pas encore? Donc là, on a, je sais qu'on a on a des dossiers en cours et on a une candidature qui est complète. J'ai vu sur le système qu'il y avait une candidature qui est complète, donc déposée par un grand logisticien qui était de Romois, je crois, à la base, qui a vendu aux Américains il y a quelques années. Et donc, mais sinon, on a beaucoup de dossiers en cours et on a surtout beaucoup de questions. En fait, les gens, ils se demandent si, en fait, ils sont éligibles, tout simplement. Voilà. Ils disent, voilà, on a tel projet, et en gros, est-ce qu'on est éligible? Est-ce que ça vaut la peine qu'on dépose notre candidature? C'est plus ça, en fait. En fait, ils veulent s'assurer qu'ils ne sont pas à côté de la plaque. Et c'est pour ça que, par exemple, ce qu'on dit beaucoup, c'est pas d'infrastructure. Donc, on ne finance pas les infrastructures, ça, c'est super important. Et évidemment, un dossier qui va dépendre de la mise en place peut-être d'un terminal, hypothétiquement, dans 4 ans, ça ne nous intéresse pas. Parce que, donc, oui, et aussi la durée de l'aide, c'est 2 ans. Donc, 2 ans, c'est quand même assez long. Et on permet que dans cette durée,
on comprend que dans cette durée, il y a 3 mois, 4 mois, 6 mois d'études de faisabilité de choses comme ça. C'est sûr que, par exemple, un dossier sur les 2 ans où on va avoir donc 24 mois, où on va avoir 20 mois d'études et peut-être 3 mois de mise en place, bah, ça nous intéresse moins qu'un dossier qui nous dit, nous, on pense qu'on va avoir besoin de 6 mois d'études et tout le reste, c'est du report modal. Parce que l'idée d'un programme C2E, bah, c'est en fait d'avoir du gain énergétique. Donc, le bilan du programme, ce sera de dire, on a transféré tant de camions de la route vers un mode massifié, ça a généré tant de gains énergétiques, tant de gains de GES, l'idée, c'est pas de financer des études, en fait. Voilà, pour dire les choses. Parce que pour financer des études, il y a d'autres dispositifs. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans des choses très opérationnelles, en fait. Et si je peux te donner une image assez simple, en fait, c'est de compter les camions et les tonnes qui vont être transférés de la route vers un mode massifié. Voilà, le but du programme, c'est ça. Du coup, on cible plus les gros faiseurs plutôt que les petits faiseurs. Non, pas du tout. Alors, massifié, c'est quand même, si vous n'avez pas assez de conteneurs, bilan carbone n'est pas. Alors non, parce que comme j'ai dit, on a aussi de la logistique urbaine. Donc la logistique urbaine, c'est pas forcément des tonnages énormes. Pas viser un petit faiseur qui fait du Marseille-Lyon, par exemple, en route pour un conteneur par mois. Si, bien sûr. Si, puisque après l'idée, c'est d'avoir X dossiers comme ça. C'est le nombre de dossiers. Mais c'est pour montrer aussi que pour une PME, en tout cas quelqu'un qui fait un lot même complet de temps en temps, il peut s'inscrire là-dedans et pour montrer aux autres PME qui font la même chose qu'ils peuvent le faire, quoi. Je crois qu'on peut d'ailleurs évoquer à ce stade qu'il y a actuellement un autre outil en préparation, mais qui n'est pas du tout prêt, hein, qui le sera peut-être d'ici 6 à 12 mois, qui est une fiche C2E. On va parler de fiche C2E après. Il y a une fiche C2E près de ferroviaire qui existe déjà et qui est une sorte d'aide au report modal, mais pérenne. Et finalement, Remove, en particulier le volet report modal, Remo, c'est dans une certaine mesure un peu expérimenter ce genre de soutien financier pour voir tout à fait. Bien le calibrer en termes de typologie d'entreprise, de niveau de soutien financier, etc. Et pour alimenter les discussions qu'on a maintenant avec le ministère, donc la Direction générale énergie-climat, sur cette fiche C2E qui sera lancée, à mon avis, d'ici à peu près 1 an. 6 à 12 mois. Et là, ce sera quelque chose de pérenne. Tandis que Remove, comme Cyril Thirion l'a expliqué, c'est un programme limité dans le temps, qui s'arrête le 31 décembre 2025. Donc, aujourd'hui, il y a un appel à projet. Et je m'arrêterai là. Moi, je voudrais quand même attirer votre attention sur les niveaux d'intervention. C'est des soutiens financiers, croyez-en mon expérience, qui sont sans précédent. Hein. C'est-à-dire les prises en charge entre 25 et 45% du prix global de transport, ça ne se verra pas des fois. Alors, c'est vrai que j'ai l'habitude. Tu as raison, il faut insister là-dessus. C'est vrai que on est passé un peu vite là-dessus, comme si ça allait de soi, mais en fait, ça ne va pas de soi. Là, c'est vrai qu'on a un dispositif d'aide qui est assez inédit. Et même si, pour ceux qui connaîtraient la TRA 116 ou d'autres systèmes d'aide, vraiment du 800 000 euros, des plafonds 800 000 euros sur 2 ans, des taux d'intensité de 25 à 45%. Ouais, regardez, passer un peu de temps quand même, parce que je ne veux pas dire que ça ne se renouvellera pas, mais bon, c'est assez inédit. Ouais. Est-ce que le PARM et le programme Remove peuvent se cumuler? Est-ce que si on a le PARM, on ne peut pas avoir accès au Remove? Est-ce qu'il y a une priorité là par rapport à... Oui, c'est une très bonne question. Vas-y, Olivier. En fait, sur le PARM, la partie expérimentation, c'est pas cumulable sur la même période. Si une entreprise est éligible à Remove, elle ne pourra pas sur la même période où elle va toucher des subventions, des primes de Remove, participer au PARM volet B. Il faut que ça soit vraiment sur 2 périodes distinctes. Et ceux qui connaissent la TRA 116 dans le ferroviaire, c'est pareil. C'est-à-dire que celui qui est lauréat de l'appel à projet, un hochement de main, pardon, mais il n'aura pas la TRA 116. Il faudra d'ailleurs qu'il s'engage à ne pas la demander, à ne pas l'avoir, et inversement, celui qui a la TRA 116, il ne peut pas candidater à Remove. On n'est pas exactement sur la même temporalité, c'est-à-dire que sur le PARM volet B, c'est une aide à un essai ponctuel, limité sur vraiment un nombre très très limité de transports, tandis que l'appel à projet Remo, c'est une aide à la montée en puissance du projet. Pendant 24 mois. Et puis vous, c'est 6 transports et c'est 100 000 euros. Oui. Et donc là, je viens de dire, c'est 800 000. Donc vous voyez, à un moment. Le volet B en particulier. Une entreprise qui candidate
qui est bénéficiaire du volet C, pardon, là, on est plutôt sur les aides d'investissement, elle peut tout à fait déposer un dossier au titre de ressources. Là, on est sur l'aide au fonctionnement versus de l'aide à l'investissement. Là, on parle que du volet B, hein. Tout à fait. Du PARM, c'est le volet B, on est sur le même domaine, sur du report modèle, c'est pas. J'ai un projet bien identifié. Ce serait dommage de ne pas profiter de Je vous propose qu'on traite peut-être ces sujets-là en atelier. On va vraiment pouvoir approfondir tout ça. Mais c'est de bonnes questions. Et juste une précision en fait, sur le calendrier, on peut avoir démarré en fait, une prestation avant l'échéance de fin mars. Non. Ouais. Ça c'est important. Ouais, ça c'est très important. Ouais, si c'est démarré, c'est plus. Mais ça c'est vrai dans tous les programmes C2E. Hein. C'est pas spécifique à Remove. Faut pas que ça ait démarré, quoi, bien sûr. Ouais, tout à fait. C'est important comme point. Je continue sur la présentation. Je vais essayer de rebondir sur le dernier volet du PARM. Là, on est passé un peu sur tous les autres sujets. Et alors, le volet C qui est cumulable du coup avec Remove. On parle ça c'est une aide à l'investissement sur les outillages, sur les infra et superstructures, comme l'a indiqué Éloi en début de son introduction. S'il vous plaît. Donc c'est une aide à l'investissement sur les infrastructures et superstructures. Donc par infrastructure, si un chargeur souhaite se lancer dans le transport fluvial et que pour ça il a besoin, je ne sais pas, de construire un quai, le PARM volet C rentre tout à fait là-dedans en fait. Ou bien d'acheter un outil de manutention. Le niveau d'aide, l'intensité d'aide est entre 25 et 50% du coût de l'investissement et plafonné à 500 000 €. Donc on peut aller jusqu'à maximum 500 000 €. L'aide va se porter entre 1 an et 7 ans, grand maximum en fait. Elle se fera en fonction du tonnage supplémentaire effectué par l'entreprise. Si l'entreprise ne fait pas de tonnage supplémentaire, qu'il n'y a pas de report modèle, elle ne va pas toucher la prime par la subvention. Il faut vraiment qu'il y ait un tonnage effectif supplémentaire. Voilà. Une précision sur ces aides à l'investissement. Pour ce qui concerne ce qu'on appelle, nous, les infrastructures, c'est-à-dire les quais, on peut en effet, d'abord chaque projet fait l'objet d'une analyse chez nous. C'est pas une grille qui dit oui ou non automatiquement subvention, etc. C'est comme dans Remo, c'est une analyse au cas par cas. Mais il y a une règle et il y a un certain nombre d'opérateurs fluviaux qui connaissent la règle ici sur l'axe Rhône-Saône. Voilà. Si un site, enfin un poste de chargement, etc., est situé sur un domaine public fluvial géré par quelqu'un d'autre que VNF, par exemple la Compagnie nationale du Rhône ou le Grand port maritime de Marseille-Fos, ou etc., dans ce cas-là, nous, on ne prend pas en compte les infrastructures. On prend en compte que les superstructures, les outils. Ça peut paraître évident, mais ça va mieux en le disant. Alors, je ne sais pas, c'est un sujet qui sera abordé après, par la suite, donc je vais passer. Ouais. Et le PAMI, alors, je ne sais pas, Éloi, tu en avais parlé rapidement. Parce que voilà, il y a 4 volets dans le PAMI. Il y en a donc un qui est prévu pour l'achat des aides à l'achat de bateaux, la construction de bateaux ou la modernisation de bateaux pour des projets de transport. Il y a d'autres volets qui sont prévus plutôt pour le verdissement, l'innovation, etc. Donc, ils sont un peu hors sujet ici. Mais il y a en effet des subventions prévues pour l'achat, la construction et la modernisation de bateaux qui sont sur là. Donc des achats de bateaux, des choses comme ça. On ne va pas les trouver. Voilà. Et puis ensuite, voilà, VNF est présent sur l'ensemble du territoire français. On est sur 7 divisions territoriales. Et puis ici, vous connaissez très bien la DT Rhône-Saône avec Vincent qui est là et Rachid qui est tout au fond. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va enchaîner avec les C2E. Ouais. Je ne l'ai pas en plein écran parce que c'est le bouton du bas. Oui. Bouton du bas. Ouais, la flèche du bas, c'est des diamants. Bonjour à tous, du coup Anis et moi-même aujourd'hui ici présents, on va vous parler un peu plus du dispositif des C2E de manière un peu plus générale, puisque là ce qui vous a été présenté ce sont surtout une partie des C2E hein, donc, qui va concerner les appels à projets.
Les C2E, il faut savoir que du coup, c'est un peu plus large en termes de certificats d'économie d'énergie. Il existe des investissements de manière un peu plus pérenne que sur des appels à projets où on est plutôt sur du court terme. Et ces certificats vont permettre d'avoir des aides à l'investissement sur des réductions des consommations d'énergie de manière un peu plus annuelle et long-termiste. Je laisse te présenter, Miss. Ouais, très bien. On va vous demander un petit peu d'indulgence sur notre présentation. Elle se veut neutre parce que Laszlo et moi-même sommes confrères et concurrents. Donc, on a dû travailler quelque chose pour l'occasion. Donc, je suis Anis Atoui, je viens du transport de marchandises, des transitaires plus précisément, de DSV. Et je travaille aujourd'hui pour STX. Je développer et de décarboner les transporteurs et les chargeurs, l'offre des transporteurs et la logistique des chargeurs. Et je suis là pour vous expliquer avec Laszlo qu'en est-il et comment mettre en place ce financement. C'est ça. Du coup, je me présente, Laszlo Gulias, ingénieur commercial au sein de Certinergie et Solutions. On est une filiale de Engie qui existe maintenant depuis 2008. On accompagne principalement les entreprises autour du dispositif C2E, même si on se veut un peu plus global sur l'efficacité énergétique de manière générale, et sur tout type de secteur, que ce soit bâtiment, résidentiel, transport et tertiaire. Voilà. Et on fait donc tous les deux parties de l'association Medling Ports depuis quelques mois. Assez récemment. De manière assez récente. Alors, un tout petit peu d'informations sur le dispositif C2E de manière générale. Celui-ci existe depuis 2005. L'idée, c'est que c'est un dispositif qui aide les entreprises et les particuliers à les pousser à réduire leur consommation. Comment? Via un système de primes. Ces primes, il faut savoir que ce sont des aides privées, non pas des aides d'État, puisqu'en fait, ce sont des obligés qui ont des quotas à réaliser par période à peu près. Donc, vous voyez, c'est à peu près tous les 4-5 ans qu'il y a une nouvelle période. Actuellement, on est dans la période numéro 5. Et une période numéro 6 a été actée pour un démarrage au 31 décembre 2025, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est tous les secteurs, tous les secteurs sont touchés, que ce soit aussi bien du résidentiel, le tertiaire, l'agriculture, l'industrie, le transport et les réseaux. Des secteurs sont plus ou moins aujourd'hui impactés via le système de C2E. Le transport, c'était pas trop le cas pendant très longtemps. Aujourd'hui, ces 2 dernières années, on sent qu'il y a un renouveau, en tout cas sur ce secteur, une réelle volonté politique d'avancer sur des sujets, sur en tout cas une décarbonation et une réduction de ses consommations. Et la période numéro 6 devrait aller d'autant plus dans ce sens-là. Oui, c'est simplement que les C2E répondent à un marché. En fait, si vous voulez, ces obligations, elles sont fixées pour les obligés qui doivent remplir des quotas. Aujourd'hui, une pénalité C2E équivaut à 15 €. L'obligé a donc intérêt à réaliser des économies d'énergie ou en tout cas à vous pousser à en faire tant qu'on est en dessous de 15 €. Et nous, on est là pour ça, en fait, pour vous aider à créer des économies d'énergie et à les revendre à ces mêmes obligés qui ont besoin de les faire. Donc, il y a un marché qui évolue chaque semaine. Aujourd'hui, il est plutôt à la baisse, mais il évolue constamment. Il va dépendre de l'économie. Si elle est plutôt basse ou morose, le C2E va augmenter parce que les économies d'énergie sont plus difficiles à faire car elles dépendent d'investissement. Quand l'économie est plus punchy, j'ai envie de dire, ou en tout cas que l'obligation est presque atteinte, le C2E va plutôt baisser. Donc, c'est très variable. Et là, on est aussi là pour vous donner les tarifs et ces tendances marché. Exactement. Voilà. Ce qui est le cas d'ailleurs parce que les obligations peuvent être réévaluées pendant les périodes. Et pour cette année, les quotas n'ont pas été réévalués. C'est pourquoi en ce moment le C2E, le prix diminue un petit peu. Voilà, parce que finalement les quotas ont été plutôt globalement remplis par les obligés. Comment du coup ça se compose le dispositif? Donc, vous avez ce qu'on appelle l'État, donc le pôle national des C2E, ce sont eux qui chapeautent l'entièreté de ce dispositif, puisque en fait, donc bien que ce soit des aides privées, c'est très très encadré par l'État, puisque c'est pour répondre à une obligation européenne. Donc en fait, c'est pour donner un peu les chiffres auprès de l'Europe que ce dispositif a été créé, et puis pour montrer qu'il
voilà, c'est une des avancées en termes de rénovation énergétique ou en tout cas de réduction des consommations. Vous avez donc d'autre part les chargeurs qui sont en fait les bénéficiaires. Là, on a mis les chargeurs pour vous donner un ordre d'idée sur la partie transport, mais ça peut être tout type d'entreprise qui effectue des travaux d'économie d'énergie ou des investissements dans les réductions des consommations d'énergie. Et je dis entreprise, mais il y a aussi les particuliers avec l'isolation à 1 euro, typiquement, qui est assez connu sur le marché, sur le territoire français. Et au milieu, donc, les acteurs du C2E, donc il y a les obligés qui vont être EDF, Engie, Total, donc tous les gros fournisseurs en fait des fournisseurs d'énergie, avec qui vous pouvez d'ores et déjà rentrer en contact pour tout ce qui va être en fait le dispositif C2E. Néanmoins, il y a des intermédiaires aussi qui existent, tels que les délégataires et mandataires, ce que nous sommes avec Anis, avec STX et Certinergie, où en fait on va avoir une plus-value par rapport aux obligés, puisqu'on a une réelle connaissance du dispositif C2E dans la globalité. Pourquoi? Parce que EDF, Total, Engie, ce n'est pas leur métier à la base. Ils vendent de l'énergie, ils ne vendent pas des C2E. Donc en fait, nous, on a une réelle compétence sur ces sujets-là. On va venir en fait vous accompagner aussi bien sur un projet C2E que vous auriez pu identifier ou des projets que vous n'avez pas identifiés. Justement, on va vous accompagner sur ce type de sujet, venir identifier tous les gisements d'économie d'énergie potentielle et constituer tous les dossiers C2E. Vous n'avez pas d'administratif du tout à faire. L'idée, c'est qu'au contraire, on vienne réaliser toute cette partie chronophage pour vous, jusqu'au versement de la prime, où en fait, on vient établir avec vous une convention avec un prix qui va être établi par ailleurs. Et je crois que tu vas revenir dessus normalement sur le fonctionnement exact des dossiers. Alors, je vais déjà parler du report modal, j'évoquerai aussi d'autres fiches après. Donc, comme ça a été précédemment dit, le programme Remove n'est pas du tout cumulable avec le report modal, la fiche TRAE 216. Celle-ci est plutôt sur un fonctionnement pérenne, donc sur le long terme. C'est une aide qui va être renouvelée chaque année, aujourd'hui jusqu'en 2028, peut-être plus. Le gouvernement a annoncé 4 milliards pour le transport jusqu'en 2030. Donc, a priori, on devrait voir cette fiche continuer. Donc voilà, c'est à comparer. On est obligé d'admettre que le programme Remove aujourd'hui est plus avantageux, mais il y a une liste de lauréats. Le nombre de places est limité. Je vous invite à tenter votre chance, mais effectivement, si ça ne fonctionne pas, le report modal est là pour vous rattraper derrière. Et là, Stowe et moi, on se chargera de vous accompagner là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est transférer ces marchandises actuellement transportées par la route vers le rail. Ça marche aussi si votre flux est neuf, qui n'est pas existant et qui n'était pas transporté auparavant. Donc, c'est le cas pour le conventionnel et les conteneurs ISO. Les deux sont possibles, donc maritime. Ça ne marche pas pour les caisses mobiles qui sont aidées par d'autres fiches C2E sur lesquelles on aide directement les transporteurs. Cette fiche report modal, elle s'adresse essentiellement aux chargeurs. Chaque dossier concerne un chargeur. Par contre, on peut reverser l'aide au transporteur qui va récupérer une partie de cette prime pour aussi pousser les transporteurs qui ne sont pas toujours enclins à proposer du ferroviaire parce que les marges sont parfois plus maigres que pour la route. Là, cette fiche peut aider le transporteur à avoir un devis plus compétitif et à augmenter sa marge. Donc, c'est aussi pertinent pour les professionnels du secteur. Pour que ça soit activable, c'est assez simple. Il faut signer un contrat C2E avec un acteur éligible du système, type obligé, délégataire comme Certinergie ou mandataire comme STX. Ensuite, on signe un contrat ferroviaire. Il y a aussi le fluvial. Donc, la fiche n'existe pas encore, mais il y a des projets spécifiques qui sont possibles et qui se font déjà. Même si ce n'est pas encore standardisé, c'est tout à fait possible. Le mode de transport, j'en ai déjà parlé. Là, je vous ai mis un petit cas pratique. Donc là, 5 trajets de 20 tonnes par semaine, Le Havre-Lyon. On est clairement sur du maritime. Ça représenterait 17 000 euros. Bien sûr, cette aide, elle va dépendre du nombre de trajets, du nombre de tonnes et la distance ferroviaire. Si on reste sur le ferroviaire, c'est uniquement la partie ferroviaire. On ne parle pas du pré-acheminement ou post-acheminement par la route. L'empreinte carbone est bien sûr aussi largement réduite. Le scope 3 aujourd'hui est important pour les chargeurs. On le regarde de plus en plus. Pour les entreprises qui sont soumises au quota carbone sur le marché ETS, ça représente aussi une certaine somme d'argent. Aujourd'hui, une tonne de CO2, ça coûte 70 euros. Donc, c'est aussi à rappeler quand on part sur le report modal. Donc, vous avez des questions sur le report modal ou peut-être qu'elles pourront être posées par la suite?
Là, vous avez le navire c'est maritime. Hein. Oui. Et le fluvial. Oui. Le fluvial, je sais qu'on est au-dessus du rail, mais à peine. Peut-être que tu as une réponse, Éloi? Je n'ai pas la valeur par cœur. Il me semble qu'on est autour de 25 ou 30 grammes de CO2. Oui, on a coutume de dire que le fluvial émet 4 à 5 fois moins de CO2 que le transport routier à parcours équivalent. D'autres opérations standards qui s'adressent plutôt aux transporteurs, mais c'est toujours bon à savoir pour vous, chargeurs. Donc, il y a plusieurs dispositifs. Il y a l'achat de caisse UTI. Une caisse UTI, c'est quoi? Ça va être transporté et transportable grâce au pince principe qu'on trouve ici sur une barge, un train ou un camion, donc facilement transférable avec un reach stacker. Et donc, ces caisses mobiles sont financées pour une bonne partie, et l'aide est assez intéressante pour vos transporteurs. Ce qui aussi peut les pousser à vous proposer des solutions derrière de report modal. Là, on ne s'adresse pas du tout aux chargeurs. Et on a aussi une fiche sur laquelle on travaille beaucoup, c'est l'achat de wagons d'autoroutes ferroviaires, qui, elle, s'adresse plutôt aux entreprises ferroviaires qui développent leur parc. Il y a une trentaine de fiches dans le transport aujourd'hui qui vont s'adresser au transport de marchandises comme de personnes. Le rétrofit, j'en ai entendu parler tout à l'heure. Pour l'instant, il n'existe que pour le transport de passagers, pour les bus, et c'est assez récent. Mais sinon, il y a pas mal d'aides sur les systèmes de start-stop sur camions, sur les pneus réchappés, sur l'éco-conduite. Voilà, il y a un certain nombre d'aides et l'intérêt d'entreprises comme celle de l'Asto ou la mienne, c'est de pouvoir identifier des projets d'économie d'énergie avec vous, pas simplement de recevoir des dossiers et d'adapter une stratégie et de la mettre en place pour réduire votre scope 3, voire votre scope 1 selon le type d'entreprise que vous êtes. Je vais juste rajouter sur le fluvial aussi, il y a toute la partie rétrofit justement où on peut, il y a des fiches standards, une fiche standard qui existe, notamment sur tout type de bateaux, hein, que ce soit aussi bien de la plaisance, de la maintenance, du travaux, du transport, et aussi l'achat qui est sorti il n'y a pas très longtemps, l'achat de bateaux neufs 100% électriques ou hybrides. Voilà. Et puis, pour terminer, la TRA 109-110, qui sont des primes C2E pour la construction de bateaux fluviaux, automoteurs ou barges. Oui, tout à fait. Alors, déroulement d'un projet, assez rapidement. On commence par identifier le projet d'économie d'énergie, j'en ai parlé tout à l'heure. Ensuite, comment ça se passe? Nous, en tant que prestataire C2E, on va pouvoir vous proposer un montant, une valorisation C2E en fonction du marché, de la taille du projet, des critères. Donc, on analyse l'éligibilité avec des juristes qui font partie de nos équipes de manière générale. On signe ensuite un contrat de transport. C'est le chargeur ou le chargeur ou le transporteur qui signe un contrat de transport ou d'achat de caisse mobile ou de wagon ou autre. En tout cas, voilà, c'est le débit qui est signé et l'engagement du report modal ou tout autre type de prestation ou livraison du matériel se poursuit. Suit ensuite, pendant une période de 6 mois à 1 an, le dépôt du dossier sur lequel on vous accompagne. On le dépose auprès de l'organisme, le PNC2E, qui en échange va nous reverser sous 2 mois des C2E qu'on va ensuite revendre sur les marchés financiers. Bien sûr, le montant de la valorisation, on s'est engagé dessus au moment de la signature du contrat C2E, à ce moment-là. C'est ensuite à nous, acteurs du C2E, d'assumer la revente des C2E et de réaliser notre marge sur cette revente, tout simplement. Si on s'adresse à un obligé, il inclura uniquement ces C2E directement sur les quotas qu'il a à faire. Mais voilà, le fonctionnement est un petit peu le même, si ce n'est que nous, on apporte expertise, on vous accompagne un peu plus. On n'est pas uniquement là pour récupérer une obligation et la compléter. Voilà. Juste une chose sur laquelle Alice et moi, je pense qu'on est d'accord sur le fait d'insister, c'est bien de signer une convention de C2E avant de passer tout type de commande, que ce soit de l'investissement pur et dur ou alors juste du report modal. Mais c'est important parce que sinon, vous ne pouvez pas avoir l'éligibilité au C2E. Voilà. C'est juste un point d'information essentiel. En effet. Voilà. Je pense que c'est tout. Après, s'il y a des questions, on vous écoute. Sinon, après, on peut passer peut-être aux ateliers directement.